Bonjour, c'est Japanman et bienvenue dans cette lecture manga du mois de janvier 2026, c'est parti. Donc on démarre avec les tomes 23 et 24 de Dragon Ball Super. Dans ces tomes, on va pouvoir assister à la fin de l'arc Dragon Ball Super Super Hero. Donc si vous avez vu le film, c'est à peu près la même chose, mais avec quelques ajustements, quelques différences et quelques ajouts. Notamment le focus est fait sur différents personnages, par exemple beaucoup sur Trunks dans cet arc-là. Donc voilà, c'est intéressant sans bien sûr être fascinant non plus, parce que c'est quand même la même chose qu'on a vu dans le film dans les grandes lignes. Mais voilà, je suis quand même content. Il me semble que c'était le film d'ailleurs Dragon Ball Super Super Hero qui m'avait fait réaliser pleinement qu'on était sur la suite de Dragon Ball. Alors bien sûr je le savais déjà, mais je crois que c'est après avoir vu le film que vraiment je me suis dit ah mais attends, c'est la suite de Dragon Ball quoi, c'est vraiment genre j'ai réalisé pleinement qu'en fait c'était la suite d'un des mangas animés que j'aime beaucoup quoi. Donc parce que jusque là j'étais un peu décroché du truc, je sais pas, je saurais pas trop expliquer, mais jusque là je réalisais pas pleinement que c'était juste tout bonnement juste la suite quoi. Genre j'avais l'info bien entendu, mais je l'avais pas conscientisé comme ça, je saurais pas expliquer, je voyais plutôt ça comme une sorte de spin-off, en termes de ressenti, hein, voilà c'est un peu spécial, mais j'ai réalisé avec ce film que vraiment c'était la suite. Et que donc tout était possible et que c'était vraiment la suite des aventures de nos personnages préférés quoi. Donc voilà, content d'avoir vu cet arc, même si bien sûr c'était pas aussi fascinant que si ça avait été un nouvel arc. D'ailleurs j'en profite pour glisser l'info, vous avez sans doute vu que l'animé Dragon Ball Super va reprendre. Il y a le remake, ou le remaster, c'est pas très clair, de Beerus, de l'arc Beerus, qui peut-être va continuer sur les autres arcs, après on n'est pas sûr. Et il y a aussi l'arc de la Patrouille Galactique qui va être adapté après. Donc voilà, pas énormément de choses à dire du coup, parce que c'est vraiment très proche du film, et les différences, je vais pas vous les spoiler, parce que si vous comptez le lire, autant que vous fassiez plaisir, quoi. Il n'y a rien qui soit spécialement notable, en tout cas dans cette vidéo que j'aurais envie de vous raconter. En plus de ce que j'ai compris, le manga est en pause, plus ou moins, alors peut-être que ça va bouger vu que l'anime a repris, mais pour l'instant le manga s'arrête là tout de suite, là il n'y a pas de suite annoncée, il n'y a pas de prochain arc qui a commencé ou quoi que ce soit, il n'y a rien qui est teasé de très précis, donc on est vraiment dans l'attente de la suite de Dragon Ball Super, dans qu'est-ce que Dragon Ball deviendra ensuite, parce que entre temps bien sûr en animé on a eu Daima par exemple, que je n'ai pas vu, mais du coup ça change peut-être la donne, peut-être que Super est plus tellement sur le devant de la scène, et en même temps, comme je viens de vous le dire, il y a eu le Super qui reprend en animé, donc on peut se demander sur quel pied ils vont danser, voilà, donc là je suis dans l'attente d'une suite, très, très concrètement. Ensuite on passe au gros morceau de cette vidéo, les tomes 11 à 24 de A Couple of Cuckoos. Alors pourquoi déjà du 11 au 24 comme ça d'un coup? Alors en fait c'est une série que je lis et que je suis et que j'achète régulièrement quand ça sort. Sauf que à un moment il y a dû avoir un couac, j'ai dû accumuler 2-3 tomes, et j'ai dû me dire un truc du genre oh il y en a un prochain qui sort bientôt, je vais attendre qu'il sorte pour tout me lire d'un coup. Sauf que j'ai acheté, et au final il y a dû se passer un truc qui fait que j'ai pas tout lu d'un coup. Et du coup la fois d'après il s'est passé la même chose, et la fois d'après il s'est passé la même chose, et au bout d'un moment il y a tellement de tomes que je me dis ouais bon ça je vais pas le lire n'importe quand, faut que je me prépare un peu psychologiquement, et du coup pendant que je me prépare psychologiquement il y a encore d'autres tomes qui sortent, etc. Et c'est comme ça qu'on se finit par accumuler des tomes, et à se dire oh ben j'attends encore que le prochain il sorte avant de me décider. Donc là je me suis dit bon c'est bon, ça va trop s'accumuler au bout d'un moment, je me lis tout. Tout ce que j'ai stocké là je me le lis, parce que si vous voulez savoir les dates, le tome 11 que j'ai là, il a été imprimé en 2023. Ça signifie que j'ai mis plusieurs années à accumuler ces tomes sans les lire. Donc ça faisait plusieurs années que j'avais pas touché à cette série. Alors que c'est une série que j'aime bien. Du coup voilà, j'ai enfin sauté le pas et je me suis tout lu, je suis de nouveau à jour là, donc jusqu'au tome 24. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette lecture intensive de Couple of Cuckoos? Bah, c'est assez intéressant comme série parce que c'est une sorte de romance harem assez classique, hein, j'en ai lu beaucoup des romances comme ça, mais ça essaye de faire certains trucs un peu différemment, et du coup ça fait des effets un peu bizarres. Par exemple, un truc que vous savez sans doute, c'est que dans la plupart de ces romances harem comme ça, le héros est très hermétique au fait que tous les personnages féminins sont amoureuses de lui. C'est-à-dire il s'en rend pas compte, ou alors il rationalise, ou alors il s'en fiche, enfin voilà. Il y a toujours un truc qui fait que le héros ne s'implique pas directement dans la romance. Et il y a plusieurs raisons à ça, notamment le fait que bah, si le héros sait que tout le monde est amoureux de lui et que il fait rien de... Voilà, il accepte les avances de tout le monde, ou bien il fait rien, il répond à personne, il peut très vite passer pour un gars pas très sympa ou pas très attentionné quoi. Donc c'est une des raisons qui fait qu'il se rend compte de rien le héros, ou il comprend pas, ou voilà. Sauf que là dans cette série on est sur un truc qui essaye je pense d'être un peu plus mature, réaliste on va dire, à sa mesure bien sûr. Et du coup les personnages sont ouvertement amoureux de tout le monde. En fait ils assument assez vite
leur truc, et du coup on se retrouve dans une situation un peu hybride, où à la fois c'est quand même une comédie romantique RMesque classique, où les choses ne peuvent pas avancer trop vite, et tout ça, mais en même temps, les persos se sont obligés d'assumer leur choix, et d'assumer ce qu'ils ressentent et tout ça assez vite, et du coup on se retrouve dans une situation où tout le monde est ouvertement amoureux de tout le monde, enfin surtout le héros, mais même au-delà du héros il y a 2-3 petits trucs qui se mettent en place, mais personne ne fait rien quand même. Et c'est quand même assez particulier comme situation, parce que du coup des fois tu te dis que c'est limite plus artificiel que quand le héros se rend compte de rien exprès. Parce que là, tout le monde sait que tout le monde est amoureux de tout le monde, mais les persos agissent en mode ouais bon, on va pas trop mettre les pieds dans le plat non plus. Alors que tout le monde a dit ouvertement tout ce qu'il ressentait, hein, mais on va pas trop mettre les pieds dans le plat non plus. Genre par exemple le perso que vous voyez sur le tome 24 là, c'est l'archétype du personnage qui est vraiment ouvertement et follement amoureux du héros. Donc par exemple c'est les Marika dans Nisekoi, si vous avez lu Nisekoi par exemple. C'est un peu une Jubia si vous voulez, pour ceux qui lisent moins de romans et qui peut-être voient avec Fairy Tail, ou une Boa Hancock dans One Piece, je sais pas. Enfin, vous voyez l'archétype un peu, c'est le personnage, il est follement amoureux du personnage principal, et qui le dit ouvertement, et qui vraiment est à fond quoi. Et du coup, pour justifier que tout le monde est amoureux de tout le monde ouvertement, mais que ça part pas en drama ou quoi que ce soit avec ce personnage-là, bah, ce personnage il est en mode ouais ok ça me va, c'est pas grave. Ouais ok. Vas-y, soit t'es fiancé à quelqu'un d'autre et t'es en couple avec quelqu'un d'autre en même temps, et c'est toujours pas moi, c'est pas grave, parce qu'on va se marier plus tard, donc ça compte pas, allez. Enfin voilà, les personnages ont des dynamiques un peu bizarres comme ça, du coup. Pareil, le fait que le perso se rende compte de rien pendant assez longtemps dans les romances harem d'habitude, ça aide aussi au fait que, du coup, vu qu'il n'y a pas d'enjeu direct entre les personnages féminins, ils se rapprochent, ils deviennent amis, et du coup, quand vers la fin de la série ça se dévoile tout, elles ont une sorte de pacte d'amitié et de fair play par rapport à qui va finir avec le héros. Alors que là, du coup, vu que tout est ouvert assez vite, pareil, les amitiés peuvent paraître assez un poil artificiel par moment. Donc voilà, c'est un peu spécial. Alors, j'essaye pas de tacler du tout cette série, hein, j'aime bien, mais c'est un truc à noter, c'est que ça essaye d'être un peu plus réaliste et mature que les autres romances haremesques comme ça, en faisant en sorte que les personnages soient plus ouverts, plus matures, plus voilà. Mais en l'occurrence, ça rend le truc limite un poil plus artificiel que si le héros ne se rendait compte de rien. Voilà, sinon, hormis ça, il y a un petit truc moi qui me fait peur, qui me fait un peu stresser dans cette série, c'est le potentiel de drama. Parce que comme je vous ai dit, au-delà du héros qui a son petit harem de personnages qui sont amoureux de lui, il y a aussi des personnages qui sont des prétendants pour certains des persos féminins. Et du coup, je me dis, ça a un fort potentiel de drama. Et le truc, c'est que dans la série précédente de l'autrice, Yamada-kun and the Seven Witches, que j'adore d'ailleurs, je le place là, et ben justement j'avais un peu peur du drama, moi je sentais venir des gros dramas à des moments, alors heureusement ça n'a jamais été pleinement poussé comme idée qu'il y ait du gros drama amoureux dans Yamada-kun and the Seven Witches, mais en même temps c'est parce que le postulat de base aussi c'est que assez vite le couple principal, la romance principale devient très mignonne et très touchante et très sincère, donc forcément t'allais pas casser tout ça trop directement, bon elle fait des trucs avec des effacements de mémoire machin pour qu'il y ait du petit drama quand même, mais ça va jamais trop loin, sauf que là vu qu'on est dans une série dont le postulat de base c'est que le héros, il est fiancé à quelqu'un, mais en même temps il est amoureux de quelqu'un d'autre, mais en même temps... J'ai un peu peur qu'un jour ça dérape sur du drama trop fort. Pour l'instant ça va, mais il y a des délires de personnages qui ont des fiancés, qui machin, on a des personnages masculins dont on sait qu'ils sont amoureux de certains persos féminins. Enfin, il y a un potentiel de drama assez puissant. Donc j'espère que ça partira pas trop loin, parce que moi j'ai ma petite limite personnelle à ce niveau-là. Et pour moi, quand ça part trop dans le drama, mais trop fort, ça... casse un peu la romance, je trouve. Mais voilà, ça c'est juste moi qui me fais des petits films dans ma tête, hein. Pour l'instant il n'y a rien de trop gênant par rapport à l'avancée de la romance. Et pour conclure, les tomes 6 à 8 de Tonikaku Kawaii, donc le retour de cette série que moi j'aime beaucoup parce que c'est par l'auteur de Ayate no Gotoku, et Ayate no Gotoku c'est vraiment trop bien. Enfin je trouve en tout cas. Et voilà, comme Noévé Graphics est de retour, la série revient avec. Et le truc intéressant que j'aime bien, c'est que on retrouve vraiment cette vibe de Ayate no Gotoku en fait. Je retrouve vraiment le style de l'auteur. Et c'est très mignon, c'est très touchant. L'histoire avance plus vite que... Enfin, la relation entre les personnages avance plus vite que ce qu'on pourrait croire. Parce que c'est une série où, en fait, pour ceux qui n'ont pas le pitch, rapidos, le perso principal et l'héroïne se marient dès le début. C'est le postulat de base. Genre, ils se connaissent à peine, ils se marient. C'est ça le délire. Et du coup, on pourrait se dire que ça va beaucoup stagner. Parce que dans ces séries-là, ils ont beau être mariés, vu qu'ils sont mariés d'un coup, comme ça pour le scénario, ça va tout doucement, en fait, leur relation. Mais là, non, la relation avance, mine de rien, ça stagne pas trop. Le point qui stagne un peu plus, par contre, c'est le mystère. Parce qu'en fait, subtilement, de temps en temps, on a des indices comme quoi il y aurait un mystère
vis-à-vis de cette fille, donc la fille principale. Et donc ce mystère qui nous est subtilement suggéré de temps en temps, bah il avance jamais. C'est-à-dire que vraiment on a très peu d'avancées là, et dans ces 3 tomes je crois qu'il n'y a pratiquement pas d'avancée pour le mystère. Hein. Et moi le mystère je ne connais pas sa nature exacte, si je devais deviner, vraiment juste je sors de ça de ma tête, hein, peut-être un délire avec la lune, peut-être qu'elle vient de la lune, que c'est un extraterrestre ou un délire comme ça, parce qu'il y a toute une thématique de la lune autour de cette série visiblement, mais je me demande même si elle s'appelle pas Tsuki ou un truc comme ça. Je dis peut-être des bêtises, désolé, la mémoire des noms moi c'est pas toujours exact, mais voilà, donc il y a un délire autour de la lune, peut-être que le mystère c'est qu'elle vient de la lune ou quelque chose comme ça, je crois que ça a été suggéré à plusieurs reprises, mais quoi qu'il en soit, ce mystère n'avance pas très vite. Donc c'est pas un problème parce que moi le côté romance, tout ça, ça me plaît en soi, donc même s'il finit par ne pas y avoir de mystère, ça me dérange limite pas, mais le fait qu'on ait teasé un petit mystère par-ci par-là avec des petits moments dans les tomes précédents, et que là ça n'avance vraiment pas beaucoup, ça me fait dire que ça va être sur le temps long peut-être cette série. Et en même temps, pour ceux qui savent combien il y a de tomes de Hayate no Gotoku, est-ce que c'est surprenant? Pas vraiment. Est-ce que c'est grave? Pas vraiment non plus. Donc voilà, je suis content de suivre cette série, je suis content qu'elle soit revenue grâce au retour de Noé Graphics, et j'espère que ça va continuer longtemps. Donc voilà, c'était ma lecture manga du mois de janvier 2026, j'espère que ça vous a plu et que vous avez trouvé des trucs intéressants. C'était Japanman, à plus.